Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour à tous, dans cet épisode spécial, nous avons l'honneur de présenter Caroline Hervé qui a 48 ans. Elle vit en couple avec sa famille recomposée de 5 enfants. Elle est née à Compiègne en Picardie et a réalisé ses études à Lille. Son parcours impressionnant inclut 22 années dans les services RH de grandes entreprises industrielles, y compris chez Dassault Aviation. Son expérience s'étend sur divers aspects des ressources humaines, tels que le développement RH, l'accompagnement des transformations organisationnelles, la collaboration avec des établissements éducatifs, ainsi que le recrutement et l'intégration de travailleurs handicapés. Après avoir quitté le secteur industriel, Caroline s'est donnée pour mission d'aider ceux qui souffrent au travail, en les aidant à se redéfinir, retrouver leur motivation et regagner confiance en eux. En 2021, elle a rejoint l'équipe de la méthode Cohérence, utilisant le bilan de compétences comme outil pour aider les individus à s'aligner personnellement afin de s'épanouir dans leur carrière. Son engagement bénévole auprès des établissements scolaires de ses enfants a été une source d'inspiration majeure, éveillant son désir de proposer un coaching d'orientation complet pour les jeunes. Aujourd'hui, Caroline est coach professionnelle, coach d'orientation et conseillère d'orientation scolaire indépendante. Elle a également fondé et continue de développer la méthode Cohérence Jeune, accompagnée par une équipe dédiée. Bonjour Caroline. Bonjour Élodie. Un grand merci à toi d'être avec nous. Je te remercie de m'avoir invitée pour ce podcast. Écoute, c'est super parce que ça va vraiment être l'occasion pour les personnes qui écoutent de te découvrir, de découvrir la femme remarquable que tu es, ce que tu as créé. Et j'avais vraiment envie de te mettre à l'honneur et que tu nous expliques beaucoup de choses qui vont nous intéresser. La première question, j'aimerais bien savoir qui est la femme Caroline, en fait. Pas la professionnelle. Eh oui. Bonne question. La femme, moi je suis une femme assez simple, je dirais, honnête. Ce qui m'anime, c'est vraiment le contact avec les autres et le partage beaucoup. C'est mettre les personnes en lien, ça j'adore, je trouve ça toujours magique. Et voilà, j'aime des choses simples, j'aime vivre à Annecy, j'aime être avec ma famille, etc. Quand on s'est rencontrés, tu étais en train de sortir du monde de l'entreprise. Oui. Et j'ai vu que tu étais un peu dans un état post-traumatique, entre guillemets, suite à ton burn-out. Oui. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'en fait, tu en as fait une force pour accompagner à ton tour les personnes qui vivent ça. Et j'ai envie de revenir un peu, si ça ne te dérange pas, sur cette période-là de ta vie, que tu nous en parles. Et en fait, qu'est-ce que tu pourrais nous dire après pour aider les personnes qui vivent ce que tu as vécu, tu sais ? Oui, c'est un peu... c'est un peu complexe aussi comme question. Donc c'est vrai que le vivre un burn-out, c'est difficile. Enfin, c'est des moments vraiment très compliqués où on ne se reconnaît pas et on n'arrive pas à agir comme on aimerait. C'est vraiment une descente ou quelque chose qui arrive, qui va nous mettre mal et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc par rapport à moi, ce qui a été compliqué, c'est que c'est un petit peu mon talent d'Achille, c'est que j'ai beaucoup accepté, j'ai essayé de lutter en fait très longtemps. Et ça m'a fait descendre très longtemps aussi. Parce qu'une fois que j'ai lâché, ça a vraiment lâché.
Et bien sûr, en étant accompagnée par des professionnels, on m'a toujours dit au départ, n'essaie pas de comprendre, il faut se reposer, avancer, puis après on essaiera de comprendre ce qui s'est passé. Donc là, c'était une bonne idée, et c'est vraiment du stress accumulé, de la pression qui fait qu'on peut se faire du mal. Et c'est vraiment une suradaptation, mais très très forte, qui peut mener au burn-out. Après, par rapport aux conseils, moi je dirais, moi avec le recul, je me dis que j'ai eu des signes, j'en ai eu pas mal. Je les ai pas vus ou j'ai pas voulu les voir parce que j'étais accrochée à une idée, peut-être à une peur aussi de partir de l'entreprise sans savoir comment faire ni pourquoi faire. Et c'est ce qui m'a menée à tenir. Et puis, au bout d'un moment, ça ne tient plus. Le corps lâche. Le corps parle pour nous. Et voilà. Et c'est ce qui se passe, le burn-out. Mais il faut savoir que c'est un moment à passer. Moi, j'ai l'habitude de dire maintenant que c'est un cadeau, une sorte de cadeau mal emballé. On revient à ça. Parce que finalement, j'étais prise dans une sorte de tourbillon. Comme un cyclone, en fait, dans lequel j'arrivais plus à sortir toute seule. Donc le corps, tout à fait que j'en suis sortie en fait de cette manière-là. Même si c'est pas quelque chose d'évident à vivre et je le conseille pas de cette manière-là. Donc ce que je pourrais dire, c'est vraiment de s'écouter. Quand il y a des signaux, c'est d'arriver à les voir. Quand ça devient difficile, c'est d'accepter de s'arrêter ou d'aller voir son médecin, de se mettre en arrêt. Ce que j'ai pas fait parce que c'était pas mon truc. Mais donc voilà, ça pourrait être un conseil important, c'est de s'écouter. Et puis quand on a besoin de faire une pause, on la fait. Et puis idéalement, c'est d'être accompagné tout du long, en fait, d'avancer comme ça. Mais on peut s'en sortir dans tous les cas. Et c'est un passage dans la vie. Pour moi, c'est une expérience qui n'est pas la meilleure, mais c'est une expérience dans tous les cas. Parce que ça avait été très loin, en fait, tu m'avais raconté. Et tu reconnaissais plus ton quotidien, non, ça a été grave, non? Oui, en fait, c'est comme si, en fait, mon cerveau, il était vraiment en survie, en mode survie complète. Mon médecin, il m'avait expliqué que si on faisait une sorte de, peut-être pas de scanner, mais si on regardait les images de mon cerveau, il y a des zones qui ne fonctionnaient plus, parce que c'était plus possible, il y a des connexions qui ne se font plus. Et c'est vraiment ça qui se passe. Donc moi, j'avais plus du tout... j'avais plus du tout de mémoire, j'arrivais plus... je reconnaissais mes enfants, mais voilà, je connaissais plus mon numéro de téléphone, plus rien. C'est d'un seul coup, c'est le blackout complet, ça peut durer longtemps. Et émotionnellement, en fait, on devient quelqu'un d'hyper fragilisé, ce que je n'étais pas à la base. Ça veut dire que toutes les armures, peut-être tout ce qu'on a mis, toutes nos protections, certainement avec lesquelles on vit au quotidien, elles sont plus là du tout. Et la moindre émotion, la moindre chose est multipliée peut-être par 100. Donc c'est vraiment des montagnes après d'émotions, des montagnes russes. Et je me souviens pas de tout dans tous les cas. Oui, c'est ça. C'est ça. T'as une vraie amnésie. Oui. C'est un passage vraiment où je suis restée chez moi, je me suis reposée et je pouvais rien faire, même pas lire ni regarder un dessin animé, c'était trop compliqué. C'est quelque chose. Ce n'est pas rien, en fait. C'est pour ça, quand je rencontre des personnes, moi, qui commencent à prendre ce chemin, je ne peux pas m'empêcher de leur dire « Attention, fais attention à toi, ça peut arriver vite, on ne le voit pas forcément passer, ou on ne le voit pas arriver, et puis c'est un peu de s'arrêter dans un mur à je ne sais pas combien de kilomètres/heure, mais c'est ça aussi. Pas toujours, heureusement, pas pour tout le monde, mais ça peut être ça aussi. J'avais reçu Mademoiselle Caroline sur un épisode de podcast. On parlait de la dépression et on était assez d'accord toutes les deux pour relier un peu le burn-out à ça. Et moi qui ai fait des états dépressifs, dans ce que tu dis, ça me fait vraiment écho. Ça me fait vraiment écho. Après, je peux pas... Oui, c'est un état vraiment très particulier où on est dans un flottement. On est là, mais on a... Enfin, moi, j'avais pas conscience que j'étais là vraiment. Voilà, il y avait plus grand-chose qui fonctionnait. Imaginons que là, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dise « Ok, là, je reconnais, c'est les symptômes de mon mari, par exemple. Parce qu'il y en a.
On le sait, dans nos clients, on a des personnes qui viennent nous voir quand en fait ils ont la tête dans le mur. Il y en a, c'est vraiment hospitalisation ou ça va pas du tout, arrêt de travail, etc. Imaginons là, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, je vois là mon mari, il est là-dedans, qu'est-ce qu'elle peut faire cette femme pour l'aider ? C'est vraiment arriver à mettre le stop. C'est vraiment ça, c'est s'autoriser à... Après, c'est facile à dire, hein, mais à se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je ne l'avais pas compris, en fait, on ne me l'a pas dit. J'ai vraiment été pris dans quelque chose qui était plus fort que moi et j'ai toujours voulu bien faire et je ne comprenais pas. Et ce que je pourrais dire, c'est ça, c'est de faire le stop, c'est de se dire... où quelqu'un nous dise, en fait. Parce que soi-même, la femme d'eux, c'est de dire, mais... C'est important. Ta santé mentale, elle est importante. Autorise-toi à ralentir, à arrêter. Même si c'est pour 1 semaine, 2 semaines, on ne sait pas. Et puis, entoure-toi d'une personne qui connaît le processus, qui va t'accompagner pour que tu comprennes ce qui se passe et qui va t'aider aussi à ne pas aller trop loin pour pouvoir faire marche arrière. Enfin, c'est pas vraiment une marche arrière, mais pour envisager, faire un pas de côté, je dirais plutôt, et puis continuer différemment. C'est ça qui est important, c'est de ne pas aller s'écraser comme ça. On n'a rien à y gagner, en fait. C'est vraiment faire un pas de côté quand c'est le bon moment pour envisager une continuation, une continuité, quelque chose de différent et de mieux. Je vois dans beaucoup de personnes qui font des burn-out, tu me dis si tu partages aussi cet avis-là, j'en vois tellement qui ont cette pression financière. Faut que je tienne, faut que je continue parce que si ce travail-là s'arrête, je vais plus pouvoir assumer les charges de la famille ou autre. Et en fait, c'est un peu ce cercle vicieux-là qui les fait tomber. Est-ce que ça te parle, ça ? Moi, c'était surtout parce que j'étais seule aussi avec mes enfants. Et ce qui se passe aussi, c'est que j'aimais mon travail. J'avais pas envie de l'arrêter, j'étais bien là où j'étais. J'avais envie de continuer aussi, donc il y avait vraiment quelque chose, j'étais dans quelque chose d'assez malsain, mais je voulais continuer. Je sais pas quelle force vraiment, mais j'ai pas pensé financièrement, pas forcément, mais peut-être aussi à mon statut, à mon image, ça peut être aussi quelque chose comme ça en fait, qui est une sorte de... Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas, moi j'en avais pas entendu parler en fait, je l'ai découvert en le vivant. Et j'avais pas eu de personnes autour de moi, j'avais pas été prévenue, ni rien. C'était vraiment quelque chose que je connaissais pas en vrai. On est d'accord que quelle que soit la raison, la meilleure des choses à faire, c'est prendre un temps d'arrêt. Exactement. Avant de prendre une décision. Et d'ailleurs, c'est une image que j'utilise beaucoup. C'est comme cette image du lac et de la vase. Que si tu la remues, que si tu t'excites, que si tu brasses dans tous les sens, en fait, tu ne vois rien, tu es dans le noir. Et la seule possibilité, ça va être de se calmer. Et d'attendre, et de se poser. Parce qu'il y a un moment où quand la vase, elle redescend, là, ça y est, on va comprendre quelque chose. Est-ce que j'ai envie de partir ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Mais de s'arrêter. Oui, moi je me suis posé cette question, puis au départ, après c'est aussi vraiment propre à mon histoire, je dis pas que ce sera, ou que c'est pour tout le monde pareil, c'est que moi je voulais reprendre en fait, je me disais allez, mais je crois qu'il y avait cet état aussi de pas vraiment comprendre ce qui se passait réellement. J'ai un peu perdu le fil, hein, mais oui, je me rendais pas forcément compte. Donc je pouvais pas, dans tous les cas, je pouvais pas prendre de décision, je pouvais pas agir. Et je pensais repartir, mais en réalité, je n'ai pas pu repartir. Donc il a fallu que je prenne une décision de quitter l'entreprise. Voilà, je me suis rendu compte d'un certain nombre c'est pas des critères, mais un certain nombre de points qui ont fait que je me suis dit, il y a des choses. Et après, j'ai commencé à chercher, à creuser et à réfléchir un petit peu sur moi et à ce qui a pu se passer et qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là. Et ça, c'est important aussi pour pas recommencer. Bien c'est sûr. D'apprendre. Et c'est pour ça que je dis c'est aussi un cadeau mal emballé parce qu'on en sort plus fort, on en sort
je sais pas si c'est le bon mot, mais outillé. Enfin, on a des choses en fait pour nous aider. On apprend, on est plus riche aussi de connaissance de soi. Et c'est ça la vraie. Je me dis, c'est ça la vraie sagesse en fait. On avance comme ça. C'est ce que j'étais en train de penser, c'est que quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, en fait, elle nous permet d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes. Et ça, c'est une clé incroyable. Oui, vraiment. Ok. Donc après, tu t'es lancée dans les formations. Oui. Et puis, dans la formation de bilan de compétences, avant qu'on se rencontre. Oui. Et tu as voulu nous rejoindre la méthode cohérence. Alors, oui. Donc moi, donc forcément, quand ça allait mieux, j'étais à nouveau en capacité de réfléchir et de me concentrer. Je suis allée vers le coaching, vers le master coach, parce que pour moi, c'était vraiment un outil dans ma pratique RH. Je me suis dit, ça va m'apporter des choses et ça permet vraiment un travail sur soi, cette formation. Et je me suis formée effectivement au bilan de compétences, mais au bilan classique. C'est après que je t'ai rencontrée, parce que moi, pour le coup, je n'ai fait qu'un seul bilan classique et j'ai pas du tout été convaincue. Je me suis rendu compte de la limite et connaissant d'une part le coaching, d'autre part le bilan de compétences, mais c'est ça qui est fou, je me suis dit, mais ça peut pas marcher l'un sans l'autre, finalement. Ça me paraissait tellement évident. Et après, je t'ai rencontrée et je me dis, Élodie l'a fait. C'est ça qui était dingue. Et j'ai forcément tout de suite accroché. Enfin, ça m'a paru essentiel et tellement plus riche pour, je veux dire, en termes d'accompagnement. Ça a une portée beaucoup plus profonde. Enfin, on va plus loin et on s'assure de quelque chose. Parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, des personnes qui ont déjà fait un bilan, qui reviennent, ou qui viennent vers nous et qui se disent il s'est pas passé grand-chose. Et je me dis, c'est tellement dommage parce que quand elles entament ce processus, elles sont à la recherche de quelque chose qu'elles ne trouvent pas forcément ou qu'elles n'ont pas trouvé. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est déjà arrivé et on a Maud qui fait partie de l'équipe et qui était l'une de mes premières clientes et qui m'avait appelée et qui m'avait dit j'ai déjà fait un bilan. En fait là elle me dit j'ai ma fin des économies, je vais les mettre avec toi. J'étais son dernier espoir et j'étais pas encore au CPF. Et j'ai senti son cri de j'ai besoin d'aide là. Et c'est vrai qu'on en a eu d'autres, des personnes comme ça, qui sont échaudées par des bilans, qui n'ont pas eu de réponse. Et c'est un problème. Et ça m'ennuie parce que, alors, d'un côté, c'est bien d'être la première à lancer ce genre de méthode. Et d'un autre, oh là là, mais il y en a besoin. Les gens ont besoin de ça. Vraiment, les gens ont besoin de ça. Et est-ce que, du coup, tu as les outils aujourd'hui pour pouvoir accompagner des personnes qui souffrent de burn-out ? Oui, tout à fait. Moi, je rencontre dans les clients des personnes que j'accompagne. Je ne sais pas si je pourrais dire 50%, mais il y a peut-être 50% des personnes qui reviennent d'un burn-out, donc ils sont plus ou moins prêts. S'ils ne sont pas forcément prêts, on attend un petit peu. Mais c'est des personnes qui ont passé le plus gros pic, mais qui arrivent assez, si je peux employer ce mot, un peu meurtries. Elles ont perdu confiance. Et il y a toujours cette grande peur que je rencontre, moi, c'est que ça recommence, que ça revienne et qu'elles se remettent dans ce mécanisme-là. Et elles ont trop souffert, donc il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Donc la méthode cohérence, elle est tout à fait adaptée. Par exemple, rien que le profil Nova, quand j'y pense, pour moi, ça offre un prisme sur le passé. Donc ça aide à... Tu peux expliquer ce que c'est ? La méthode cohérence ? Non, le profil Nova. Donc par rapport au profil Nova, moi je l'ai vraiment découvert avec la méthode cohérence. Je connaissais en tant que RH, j'en connais plein, des tests de personnalité, des tests qui sont utilisés lors des recrutements, etc. Et celui-ci, il a une dimension vraiment complémentaire, je dirais même supérieure, et ça apporte énormément aux personnes. Donc par rapport à sa personnalité, à son côté naturel, son côté adapté, déjà on arrive à comprendre des choses. La personne se rend compte qu'elle peut être en perte d'énergie quand elle est trop
vraiment trop adapté ou suradapté. Et après, on va aller loin, oui, sur les moteurs, c'est sur les importants, c'est ce qui nous met en joie et ce qui nous donne envie d'avancer. Donc, par rapport à ça, je trouve que ça aide les personnes, ça les rassure, ça les met en confiance. Et là, on remplit vraiment ce réservoir de confiance en soi. Et on arrive, moi je dirais qu'il y a un prisme, enfin je l'explique un peu comme ça. Ça donne un éclairage sur son passé. Et moi, j'en parle aussi avec mon vécu, hein, quand j'ai passé le profil Nova. On arrive à comprendre ce qu'on a vécu avec ce prisme du Nova. On arrive à comprendre des choses auxquelles on n'avait pas forcément accès lorsqu'on l'a vécu et même quand on y repense. Donc le Nova, il apporte ça. Et je dis que c'est aussi un prisme sur le présent, sur qu'est-ce que je vis aujourd'hui, comment j'arrive à analyser ça, à comprendre ce qui m'arrive. Et c'est une grande aide aussi pour le futur, parce qu'on va s'appuyer, pour son futur projet, on va s'appuyer avec ce qu'on a, avec notre vécu, nos expériences, etc. Donc c'est un outil vraiment, pour moi, qui est vraiment formidable et qui va loin, qui est vraiment très aidant. Et après, si je peux rajouter en tant qu'RH, quand je me suis formée, quand j'ai passé la certification avec des personnes du Canada, parce que c'est un produit canadien. Donc, on était une vingtaine de RH dans la formation. Et j'ai senti vraiment un engouement, une bienveillance en fait autour de tout ça. Et je me suis dit, mais si toutes les entreprises, si tous les RH, si tout le monde avait accès à ça, il y aurait beaucoup de choses qui se passeraient différemment. Et pour moi, ce serait apporter du bien en fait, et de la bienveillance et la découverte de soi et se comprendre soi-même, comprendre les autres, comprendre qu'on est tous différents. C'est pour le vivre ensemble aussi, si je peux ajouter, c'est vraiment un gros plus. Donc ça, c'est un outil qui est très facilitant, très aidant, et puis l'ensemble de la méthode cohérence. Donc ça contribue réellement à redonner confiance, à aller au fond de soi, qui on est, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde. Et ce qui est important, c'est découvrir aussi l'environnement qui fait qu'on est bien, qu'on a envie de là où on a envie d'être réellement. Et quand une personne va revenir en emploi, elle va vraiment mettre la priorité sur ça, sur l'ambiance, sur l'environnement, ce qu'elle recherche réellement, ce qui lui convient parfaitement. Et je trouve qu'il y a un ingrédient principal dans tout ça, et par rapport à l'après-burnout, ou pour n'importe qui, en fait, c'est de retrouver la confiance en soi. Et ça change beaucoup de choses, parce que tu disais tout à l'heure, beaucoup ont peur de revivre cette épreuve-là. Oui. Souvent, d'ailleurs, quand on a vécu un traumatisme, on a peur de le revivre. Sauf qu'une fois qu'on a toutes ces clés de la connaissance de soi, une fois qu'on retrouve sa confiance, qu'on trouve surtout ce qui nous fait vibrer, etc., c'est terminé. C'est ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Oui. On le voit bien avec les clients. Il n'y a pas de retour en arrière, au contraire. C'est un nouveau chemin. Exactement. On se réaligne. Enfin, après, on parle souvent de ça, mais c'est exactement ça. Hein. On s'était perdu à un moment donné et on se réaligne et on repart avec confiance. Forcément, là, j'ai envie de rebondir parce que tu parles de ce profil de personnalité. Et je le sais que tu l'utilises avec les jeunes, donc je vais faire le saut. Oui. Je voudrais qu'on parle maintenant des ados, des jeunes, et un peu de ta vocation qui est née sur cet accompagnement. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. La naissance. Et oui, la naissance. Moi, c'est vrai que on est plusieurs enfants. Enfin, j'ai plusieurs enfants. T'en as combien? Donc moi, j'ai 3 enfants à moi, et puis on vit en famille recomposée, donc avec 5 enfants. On a 4 ados et un jeune garçon qui est en préadolescence. Et donc moi, je suis très animée. Je crois que je sais pas si je peux dire ça, c'est pas prétentieux, mais une vraie maman en fait. J'ai quelque chose, voilà, c'est un lien avec les enfants qui est très important. Et je me suis, quand j'ai eu du temps, justement, quand j'étais sur la reconstruction, en fait, cette étape de ma vie où justement je suis passée de salariée à auto-entrepreneuse, j'ai consacré du temps à l'école de mes enfants, au collège. Oui. Et pendant 3 ans, je suis allée dans l'école, pas tous les jours, mais très souvent. Et j'ai créé des ateliers.
pour aider les jeunes en orientation. Donc, c'était vraiment des ateliers. Et au départ, c'était travailler sur les valeurs, les qualités. Ça partait de là et comment trouver de l'information. Donc, j'ai accompagné les classes, tous les élèves de 4e et de 3e dans leur orientation. Et ça m'a... je ne sais pas si je peux dire ça, ça m'a passionnée. J'ai adoré être avec ces jeunes, participer à ces ateliers. J'en prenais 6 à chaque fois avec moi. Et j'ai vraiment voulu m'informer, comprendre, connaître les enjeux. Et parce que je voyais qu'il y avait vraiment aussi des disparités entre des jeunes qui savaient déjà ce qu'ils voulaient, d'autres qui étaient très portés par leurs parents, par exemple, et d'autres qui étaient complètement perdus et qui se posaient beaucoup de questions et qui avaient besoin qu'on leur consacre du temps à ce sujet-là. Et de là, j'ai vraiment voulu me former complètement. Déjà par envie de comprendre et d'apprendre et être plus performante pour pouvoir accompagner. Et aujourd'hui, j'accompagne des jeunes. Donc, ça peut être... là, en ce moment, j'ai un jeune qui est en 4e. Et ça peut être des étudiants, des jeunes qui ont jusqu'à 25 ans, parfois un petit peu plus aussi, qui sont dans leurs études et qui se perdent à un moment donné. Donc, ça fait vraiment sens pour moi parce que je vois complètement le parallèle entre l'accompagnement des adultes, le bilan de compétences, donc qui permet de se réaligner, de reprendre un petit peu là où on s'est perdu pour continuer. Et pour les jeunes, c'est... et en fait, dans les adultes, je rencontre aussi des personnes qui se sont perdues parce qu'elles ne se sont pas posé la question dès le départ. Elles ont suivi la volonté des parents, un ami, une copine. Elles sont parties sur l'opportunité. À un moment donné, dans leur vie, elles se sont arrêtées, elles se sont dit « mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Je ne sais pas ». Et c'est ça, le lien, il est vraiment là. Pour moi, c'est le même... Enfin, c'est un processus qui se ressemble beaucoup. Oui. Si on prenait sur les clients qu'on accompagne, le pourcentage de ceux qui se sont mal orientés au départ, c'est quand même énorme. Après, la vie est quand même super intéressante et fait en sorte que les expériences qu'on a vécues, elles servent encore. Moi, je vois d'être passée dans la communication publicité, d'être passée dans l'immobilier, ensuite dans le développement personnel. En fait, tout arrive c'est des pièces de puzzle. Donc, c'est vrai que c'est quand même aussi intéressant. Oui, c'est vraiment ça. Tout a du sens. Et même une personne qui se sent, qui a perdu confiance ou qui se sent pas prête, en fait, à aller vers quelque chose, en fait, moi, j'aime qu'elles prennent conscience qu'elles repartent jamais de zéro. Elles repartent toujours fortes de tout ce qu'elles ont vécu. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à voir ça et à se rendre compte qu'il y a déjà tout ça. Du coup, tu as fondé Méthode Cohérence Jeune, MCJ. Oui. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, la méthode Cohérence Jeune, elle est composée d'un bilan d'orientation complet pour les jeunes. Donc, dans ce bilan, moi, je suis vraiment partie encore de ce qui m'était venu en tête déjà pour le bilan de compétences. C'est d'accompagner les jeunes sur leur orientation avec les outils nécessaires. Donc, c'est ce que je fais en tant que coach d'orientation et COSI, parce que j'ai accès à des informations, les mêmes informations que les conseillères d'orientation. Et l'idée, c'est d'ajouter du développement personnel. Donc, bien sûr, pour moi, c'est pas du blabla, en fait, c'est de l'essentiel. Parce que les jeunes, peu importe leur âge, parce que c'est complètement adapté, et moi, je l'adapte tout à fait à leur âge et à leurs besoins, ils ont besoin de connaître le mot « valeur ». D'ailleurs, ils le connaissent déjà. Ils savent à quoi ça sert. Ils savent ce que c'est un objectif, pourquoi c'est important d'en avoir un. On parle de croyances, on parle de peur. On parle vraiment de tous ces sujets et bien sûr de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et ils sont tout à fait au courant. Je leur demande toujours de me dire ce que c'est pour eux. Par exemple, pour toi, la confiance en soi, c'est quoi ? C'est quoi l'estime de soi, etc. Et eux, ils arrivent tout à fait à... En fait, ils intègrent ces notions-là très facilement. Donc, ça enrichit leur parcours parce que c'est un vrai parcours que je propose. Donc, c'est un parcours de connaissance de soi. Et un parcours qui va les mener à faire des choix, des vrais choix,
Et la question, à chaque fois, ce que je leur dis, lorsque tu fais un choix, c'est de savoir expliquer pourquoi. Pourquoi tu as fait ce choix-là? En quoi ça fait référence à toi? Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Qu'est-ce que ça va t'apporter, etc. Donc, c'est du vrai questionnement. Et c'est vraiment toute la première partie, une grosse étape consiste à ça, à trouver le pourquoi, qui je suis, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, etc. Et c'est tout à la fin qu'on regarde, ok, on a défini, on a un objectif, on a un point, ça peut être 2 ou 3 projets, mais comment est-ce qu'on y va, par où on peut passer? Il y a toujours plusieurs voies possibles, plusieurs parcours d'orientation et de formation possibles. Donc là aussi, on va analyser. Quand on parle d'environnement au niveau professionnel, c'est un petit peu la même chose quand on parle de parcours de formation. La formation, elle doit convenir aux jeunes, à sa façon, sa manière de fonctionner. Donc il y a plein de critères de formation à prendre en compte. Et tout ça, ce sont des éléments qui permettent la réussite en fait, des études. Donc ça va vraiment, on va aller creuser, on va aller en profondeur sur tous les essentiels, sur tout ce qui est important. Et souvent les jeunes, c'est ça qu'ils me disent. Ils me disent, mais en fait, je me suis jamais posé ces questions-là. Et je me les serais jamais posées si tu n'avais pas été là. Donc c'est ça qui est chouette. Parce qu'on voit qu'il y a un vrai avant, il y a un après. Et ils repartent tout le temps avec une confiance en eux qui s'est développée, une posture différente. Et c'est vraiment le retour que me font les parents, dire ça y est, je l'ai vu changer, j'arrive mieux à communiquer avec lui, ou ça y est, elle me présente spontanément ce qu'elle a envie de faire. Voilà, on sent cette confiance en fait, et cette envie aussi. Il y a une partie de motivation qui grandit dans tout ça. C'est intéressant parce que moi j'ai connu ma génération, les conseillères d'orientation dans les collèges, et c'était assez limité. Donc du coup, en fait, toi tu es là avant, tu es en conseil, en connaissance de soi, tu vas là, mais tu vas aussi adapter le cursus derrière, tu vas aller beaucoup jusqu'au bout avec eux. Oui. Et en fonction aussi de eux, ce qu'ils ont envie, là où ils sont aptes. Exactement. On n'a jamais eu ça, nous, avant. Non. Ça n'existait pas, ça. Et c'est vraiment les accompagner parce que et mon objectif, c'est qu'ils réussissent. C'est de les accompagner à ce qu'ils soient vraiment acteurs. Parce que l'objectif aussi derrière ça, c'est qu'ils ne soient pas dépendants de moi ou d'un coach. Ils vont acquérir une connaissance et une compétence à faire des choix. Et c'est ça qui est bien, parce qu'ils en auront toujours besoin, ils vont continuer à avancer, ils auront toujours des choix à faire dans la vie, et leur parcours, il va évoluer dans un sens ou dans l'autre, mais ils avanceront toujours avec tout ça, ils seront forts de quelque chose. Il y a Laurent Gounel, son dernier roman, c'est Un monde presque parfait. Je pense qu'il adorait ce que tu viens de dire, puisque tout son roman, c'est sur la prise de décision. Et le gros problème des personnes, de subir, de laisser, parce qu'ils ne savent pas prendre de décision, ils ne savent pas faire de choix. Donc du coup, que toi, tu sois dans cette éducation-là, c'est fantastique. C'est fantastique. Et il y a quelque chose qui est assez quand même nouveau dans notre système scolaire, c'est Parcoursup. Oui. Et là, c'est quand même un sacré nœud. Alors, qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça? Alors, Parcoursup, c'est c'est un petit peu la nébuleuse, ça peut faire peur. Aussi bien, je dirais, ou peut-être en priorité souvent aux parents. Et ça fait peur aussi à beaucoup d'adolescents, par ricochet, je dirais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lycée a évolué, le bac a évolué. On est sur un bac que beaucoup de parents ne connaissent pas. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils ont connu. Donc Parcoursup fait peur et c'est vrai que... Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais on voit quand même beaucoup d'articles de presse, etc., qui mettent en avant Parcoursup et puis peut-être l'inéquité, enfin beaucoup de choses. En réalité, c'est important de connaître Parcoursup. On peut tout à fait le connaître et savoir comment agir. Et souvent, je dis que c'est des choix, c'est une utilisation stratégique, mais pas que. En fait, avant Parcoursup, et c'est ça qui pêche, je reviens encore sur la connaissance de soi, mais un jeune qui arrive en terminale, qui n'a pas fait ce travail de réflexion, de se dire qu'est-ce que j'aime, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est sûr que se retrouver sur une plateforme qui propose 26 000 formations, ça fait très très peur.
Et après, il y a beaucoup d'enjeux à se dire, est-ce que je vais être pris en études supérieures, en post-bac, comment je vais faire ma candidature, qu'est-ce qui va être pris en compte, etc., qu'est-ce que je vais devenir. Donc c'est beaucoup de peurs, mais qui viennent pas, pour moi, c'est un petit peu Parcoursup, c'est ce que je dis, hein, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que Parcoursup, ça reste une plateforme sur laquelle on va enregistrer des vœux. Et c'est sûr que si on n'est pas prêt à faire ses vœux, à faire des choix, eh bien, ça complique et ça complexifie tout ça. Et dans cet accompagnement que tu proposes pour Parcoursup, c'est quoi les résultats? Qu'est-ce que ça a donné là? Alors là, moi je suis super contente parce que j'ai accompagné une dizaine de jeunes cette année sur Parcoursup. Aussi bien, j'en avais 7 en orientation pure, post-bac, et 3 jeunes, c'était des jeunes femmes que j'ai accompagnées en réorientation, donc ils sont retournés sur la plateforme. Et donc il y a des enjeux aussi un petit peu différents et des techniques différentes aussi à connaître par rapport à Parcoursup. Et ils ont tous eu leur vœu numéro 1 très rapidement, donc certains dès le premier jour et d'autres quelques jours après. Donc c'est voilà, j'ai pas accompagné en phase complémentaire cette fois-ci, et j'ai pas eu, pour l'instant, ça peut arriver, des jeunes qui arrivent et qui ont besoin d'aide pour leur phase complémentaire. Donc ça peut être des jeunes que je découvre pendant l'été pour un besoin d'accompagnement sur la phase complémentaire. Donc c'est gratifiant et c'est un soulagement pour tous. Et souvent, les parents sont soulagés aussi que j'apporte aussi une aide, en fait, un accompagnement pour leurs jeunes, parce qu'ils veulent toujours le meilleur pour leur enfant et certains ne se sentent pas prêts à accompagner, même s'ils sont là en soutien, parce qu'on a toujours besoin du soutien des parents et de la compréhension des parents. Et il y a une prestation que j'ai moi-même utilisée en tant que mère d'un ado, et vraiment, je te remercie encore, ça m'a beaucoup aidée. C'est les ateliers d'orientation. Et j'ai emmené mon fils, et ça m'a réconfortée. Parce que j'avais des inquiétudes, je savais pas, comme il avait eu un accident, son plan initial était forcément compromis, enfin bon. Et en fait, d'avoir fait cet atelier avec toi et Perrine, et avec son papa qui est venu aussi avec moi, c'était une préoccupation familiale. Donc lui, c'était important pour lui aussi de vivre ça avec ses 2 parents. Et nous, c'était important de parler avec lui des valeurs, de ses forces, de toutes ces choses-là. C'est fou. Ça a fait un bien fou à la famille, en fait. C'est ça que je voulais dire. Oui, merci. Merci non, pour mais ce vraiment, retour. Oui. Ouais, vraiment. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je recommanderais aux parents. C'est de commencer par un atelier pour voir un petit peu. Parce que ce que je trouve difficile, pour moi-même l'avoir vécu en tant que mère, c'est quand tu as un ado. Tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ton orientation scolaire. Tu sais, il y a des choses qui sont compliquées, qui arrivent. Moi, franchement, il m'a envoyé bouler. Oui, mais je te rassure, c'est difficile. C'est très souvent le cas. Ouais, parce que nous, les parents, on a envie de faire ça. Pour le jeune, c'est pas si simple. De quoi elle me parle? Elle est chiante, etc. Et moi, j'ai fait le compromis. Allez, on va à un atelier. Fais-moi confiance. C'est mon rôle de mère aussi, de faire ça. Après, on en parle. Et en fait, il m'a dit merci. En fait. Après, il m'a dit merci. Mais je suis contente d'entendre ça. Oui, c'est ça. En fait, l'objectif de cet atelier, précisément, c'était donc atelier ado-parents. C'était vraiment de créer du lien, justement, pour que chacun puisse aller vers l'autre et qu'il y ait beaucoup de choses positives en fait qui ressortent. Pour le parent, c'est d'apprendre aussi à observer son jeune, à avoir une posture assez particulière, parce qu'on va le regarder aussi évoluer, on va l'aider aussi peut-être à trouver des réponses quand on parle de ses qualités, ses compétences, ses forces. Mais le jeune, il va avancer aussi avec le soutien de ses parents. Et c'est ce lien-là qui est important, justement, et surtout quand on démarre ce parcours d'orientation. Parce que le parent, je pense qu'il prend... Enfin, tu me diras, mais il arrive... je pense qu'il a plus de confiance. Il se rend compte que c'est possible. Il peut être là, il a son rôle à jouer. Et ça, je le répète toujours. Le parent a son rôle à jouer, vraiment, un rôle très important. Et le jeune, ça lui met un pied à l'étrier, un pied dans
dans ce projet. Et c'est une aventure aussi, l'orientation. Donc, il va commencer tranquillement à travers un atelier. Donc, il y en a plusieurs, tout dépend de ce qu'on recherche et des besoins. On peut suivre tous les ateliers, on peut en faire uniquement quelques-uns. Mais en l'occurrence, celui-ci, parents, ados, il permet vraiment d'échanger différemment avec son jeune et d'apprendre aussi à le connaître. Et de lui faire confiance, de le porter en fait vers ce qu'il a envie de faire. Oui, je confirme pour l'avoir vécu et ça a même aidé pour son oral au brevet. Oui. Donc c'était fantastique en fait. Voilà. Non, la boucle est bouclée. Donc orientation scolaire, Parcoursup, atelier. Donc MC Jeunes, c'est tout ça. Voilà, c'est un ensemble de services donc MC Jeunes, il a vraiment été créé ça a vraiment été créé pour répondre à des besoins, à des forts besoins en fait. Oui. Et ça me fait sourire aussi quand j'accompagne des personnes en bilan de compétences. Et souvent, elles se disent, mais en fait, les jeunes, il faudrait qu'ils aient ça aussi. Donc ça aussi, ça revient. Donc complètement. Voilà. Et on va arriver à la fin de cet épisode et j'ai envie de te poser quand même 2 questions. Oui. La première, et je suis obligée de te la poser, si tu pouvais, toi, apporter ta contribution à la refonte de l'éducation nationale, imaginons qu'il y en ait une, quel enseignement t'aimerais qu'il soit transmis aux jeunes, tu sais, au collège, au lycée? Qu'est-ce qui les aiderait vraiment? Moi, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites et on avance. Moi, j'ai le modèle de l'école de mes enfants et des jeunes que j'accompagne. Je vois ce qui se fait quand même autant au collège qu'au lycée. Il se passe beaucoup de choses. Il y a même des liens entre l'école et le milieu professionnel. Après, ce que je dirais, et c'est ce qui manque essentiellement, j'ai pas une réponse qui va tout transcender, mais pour moi, ce serait le temps. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les programmes sont denses, il faut avancer. Et il y a beaucoup de pression par rapport à ça, autant pour les profs, j'imagine, parce qu'ils ont un programme à boucler, que pour les élèves qui doivent avancer et puis suivre un rythme qui est imposé de cette manière-là. Ce que je remarque aussi, et on m'a fait la demande, c'est d'accompagner, souvent, certains professeurs principaux, donc on leur confie cette mission de travailler en orientation avec les jeunes. Tous ne sont pas équipés, outillés et n'ont pas forcément un temps dédié. Il y a un temps dédié, il existe. Mais en fait, ce serait ça. Pour moi, je dirais plus le temps, accorder plus de temps parce que c'est ça dont on a besoin en fait pour réfléchir. Et par exemple, moi, j'ai des jeunes aujourd'hui en réorientation qui me disent « J'ai fait une année, ils sont en bac+1, j'ai fait cette année, c'est allé trop vite. J'ai pas eu le temps en terminale, j'ai pas du tout eu le temps de réfléchir à ce que je voulais. Aujourd'hui, je veux pas continuer, je suis pas là où il faut, je veux m'arrêter. Donc ça fait peur aux parents de se dire une année de césure, est-ce que il va reprendre ses études ou pas. Mais j'entends vraiment ça, se dire j'ai pas eu le temps en fait. On m'a trop demandé le bac, c'était trop rapide. Et ça, je me dis que ça pourrait être ce serait l'idéal. Dans un monde idéal, ce serait de prendre plus de temps et d'apporter aussi plus de sérénité dans tout ça. Tu m'as dit la semaine dernière que vous étiez en train de développer des partenariats avec des établissements scolaires. Oui. Peut-être que du coup, il va y avoir une vraie aide. C'est ce que j'aimerais. Ce serait vraiment consacrer du temps à chaque élève, au maximum d'élèves. Okay. Peu importe le niveau, ça peut être dès le collège, dès le lycée. Ça peut être aussi... du lien aussi pour plus tard sur d'autres sujets d'accompagnement pour les jeunes, pour se préparer aussi au monde professionnel. Il y a des sujets, il y en a beaucoup. Et pouvoir aider, donc c'est vraiment ne pas se substituer à ce qui existe déjà. C'est de créer du lien avec les professeurs, apporter quelque chose en plus, dans la mesure du possible. C'est exactement ça. Merci pour toute cette expertise. Et j'aimerais quand même finir. On n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas aborder tous les sujets, mais je pense que tu es la personne la plus courageuse et la plus résiliente que je connaisse. Tu vis des épreuves de vie qui sont extrêmement difficiles.
Et j'aimerais vraiment te demander quelle est la plus grande leçon de vie que tu aies reçue, toi. Alors, dans ma vie, j'ai reçu plusieurs leçons, en fait, je pourrais dire que j'ai vécu différentes expériences difficiles. J'imagine comme beaucoup de personnes, je ne suis pas la seule. Dernièrement, je vis avec une enfant qui est très malade, qui a failli perdre la vie. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'ai une force en moi, enfin quelque chose qui va enfin qui est difficilement explicable en fait, et je sens que une confiance en la vie en fait, je dirais ça, et une force dans la croyance des possibles et dans le fait de jamais abandonner, que ça va bien se passer et qu'on va avancer. Et c'est ça en fait, j'ai envie de garder ça. Ça, je le vis absolument, et c'est au fond de moi, j'y réfléchis même pas. Et c'est toujours se dire que c'est possible, en fait. Et je le transmets aussi à mes enfants, parce que je me dis, non, la peur, ça sert à rien. Tout est possible, on a cette force-là, on arrive pour une seule fois sur la Terre, tout est possible, et on va en faire quelque chose. Et même s'il y a des obstacles, des choses difficiles à passer, on va les passer. Et c'est aussi d'être ensemble, enfin, c'est aussi les liens familiaux, mais c'est vraiment cette force positive en fait, se dire on va y aller, on va y arriver. Quel beau message pour conclure. Merci. Je te remercie. Merci à toi, Elodie. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec nous.